la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de condition sociale, d'où l'esprit est exclu. À s'en tenir là, on croirait que Marx dresse un portrait positif de la religion comme soupir de l'opprimé, âme d'un monde sans cœur ou esprit qui manque à une réalité, d'où l'esprit est exclu. Mais sa conclusion bien connue ne laisse guère d'ambiguïté. Elle est l'opium du peuple, c'est-à-dire une drogue censée calmer la douleur, rendre supportable un mal extrême, mais n'ayant aucun impact sur les causes de la douleur et qui ne soigne en rien le mal en question. Bien plus, cette drogue antalgique, par son effet apaisant même, nous fait oublier de chercher les causes de ce mal pour les traiter vraiment. D'où la suite du texte de Marx, l'abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l'exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu'il renonce aux illusions sur sa situation, c'est exiger qu'il renonce à une situation qui a besoin d'illusions. D'où deux idées majeures émergent ici, ainsi qu'un enseignement précieux. D'une part, la religion est une promesse de bonheur illusoire du peuple, qui empêche de travailler à son bonheur réel. De même que l'opium, en faisant taire le symptôme douloureux, laisse croire que le mal a disparu, la religion, en promettant un monde meilleur dans l'au-delà, rend supportable le monde d'ici-bas. D'autre part, le bonheur réel ne pourra être accessible que si l'on élimine les illusions, dont celles liées à la religion, afin de travailler à la transformation du monde réel. L'enseignement, c'est que ce n'est pas le caractère consolateur de la religion que condamne Marx, mais la confusion qui en résulte dans la représentation que le peuple se fait de la réalité. Ce que vit le peuple réellement n'a pas à ses propres yeux à être changé, corrigé, réformé, puisque, étant dans l'espérance et l'attente d'une autre réalité dans l'au-delà, au sens strict du terme, il ne vit pas réellement dans le monde qui lui est fait ici-bas. Le peuple se console par le fait de vivre déjà par anticipation dans une réalité parallèle qui lui fait accepter sa condition actuelle. Au-delà de sa visée de la religion, la formule de Marx garde une étonnante actualité pour nous. Si l'on pense que c'est en réalité le fait de tout pouvoir, en particulier politique, que d'user de représentations fantasmées afin de maintenir son autorité sur une foule assez crédule pour y adhérer. Fondamentalement, si l'on y regarde bien, le pouvoir est d'abord une question de croyance. Qu'elles aient ou non un rapport avec la religion, et souvent d'ailleurs elles n'en ont aucun, auquel on peut être amené par la consommation de toutes sortes d'opium. Comprenons donc deux choses. La première, c'est qu'il y a une forme de déréalisation du pouvoir qui semble inhérente à son exercice. Il est toujours l'objet de représentations diverses qui en déforment l'apparence et empêchent de voir ce qu'il est vraiment. D'où, deuxième chose, son caractère paradoxal et la nature contre-intuitive de ses principaux ressorts. L'efficacité du pouvoir tient moins à la contrainte physique qu'il peut exercer sur les individus qu'aux images que ceux-ci s'en font et qui emportent leur adhésion. Comme si tout pouvoir, par l'opium qu'il diffuse lui-même, créait une sorte de dépendance chez les individus. Au cours du XVIe siècle, deux œuvres au moins ont décrit le pouvoir en nous donnant à sentir ce que Churchill appelait les odeurs de cuisine. Dans le discours de la servitude volontaire, publié en 1576, Étienne de la Boétie dit explicitement, et dès le titre de l'ouvrage, que le pouvoir d'un tyran sur son peuple ne vient pas tant de son usage de la force que de l'acceptation par le peuple de sa servitude. Sans le vouloir expressément, la force de l'habitude, au moins, amène celui-ci à ne pas le contester. Au-delà, pour parvenir au maintien du peuple dans la servitude,
Le pouvoir dispose de plusieurs outils, notamment ceux que la Boétie désigne sous le nom générique de droguerie, qui anticipe joliment la référence de Marx à l'opium. Ainsi explique-t-il, je cite, « Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. » Autant dire que le problème est de tous les temps et que la nature de l'exercice du pouvoir ne change pas. La Boétie précise toutefois que, hors le peuple, les plus instruits goûtent depuis toujours et pour toujours à d'autres types d'opium. Les honneurs, notamment, avec quoi le tyran les transforme en courtisans à sa main. L'actualité nous familiarise avec le nom d'oligarque, dont on aimerait savoir si, en tant que socle sur lequel se fonde le pouvoir, il ne pourrait pas être le point faible également du tyran. Plus de 40 ans plus tôt, en 1532, était paru Le Prince, texte posthume de Nicolas Machiavel, mort en 1527. Ouvrage dédié à Laurent de Médicis et qui se présente comme un ensemble de conseils avisés, inspirés de l'histoire, sur les manières pour le prince de prendre le pouvoir et de le conserver. On sait que depuis, l'adjectif machiavélique dénonce un exercice du pouvoir perçu comme forcément manipulateur, méchant, vicieux, en un mot diabolique. Il est vrai que si l'on en croit Machiavel, tous les moyens sont bons en politique si on les évalue à leur efficacité, puisque la fin justifie les moyens. Autant dire que la cruauté, le mensonge, la trahison valent autant en politique que la bienveillance, la véracité, l'honnêteté, si l'on parvient à l'objectif fixé. Dès lors, il est clair que l'image du prince est essentielle en ceci que la politique ne peut pas ne pas se pratiquer dans l'apparence. L'essentiel n'est pas que vous soyez compétent, généreux ou sincère, mais que vous le paraissiez. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, comme on l'a déjà noté, l'un des ressorts les plus puissants du pouvoir réside dans l'imagination du peuple. Les hommes font preuve d'une grande légèreté dans leur jugement. Ils sont changeants, versatiles et donc crédules. Ils sont aussi impressionnables. L'autorité politique repose notamment sur la majesté du pouvoir, sur l'impression qu'il produit, sur le respect presque sacré que son image inspire par tous les apparats qu'il se donne. La deuxième raison, c'est que les hommes vivent dans un monde instable, imprévisible, et que détenir le pouvoir implique parfois de prendre une décision contraire à l'annonce faite la semaine précédente, de démentir un propos qu'on a pourtant tenu la veille, d'assurer sans être sûr de soi-même que telle loi est la bonne pour répondre à l'urgence. Bref, exercer le pouvoir, c'est composer en permanence avec une réalité au cours aussi imprévisible que celui d'un fleuve en crue. Les exemples ne manquent pas ces temps-ci. La troisième raison, c'est que les hommes sont cupides et méchants, et que s'ils ne l'étaient pas, s'ils étaient spontanément respectueux les uns des autres, il n'y aurait pas besoin de politique. La fin dernière de celle-ci, donc, c'est de protéger les hommes contre eux-mêmes. Et c'est en cela que celui qui veut cette fin est légitime à utiliser tous les moyens à sa disposition, le mensonge donc, aussi bien que la vérité, par exemple, en fonction de ce qu'il juge le plus adapté aux circonstances. Machiavel, donc, n'est pas aussi machiavélique qu'on veut bien le dire. À ce titre, c'est peut-être Rousseau, d'ailleurs, dans le Contrat social, qui fait la lecture la plus inattendue du Prince quand il soupçonne Machiavel de s'adresser en fait au peuple. Je cite, « En feignant de donner des leçons au roi, il en a donné de grandes au peuple. Le Prince de Machiavel est le livre des Républicains. » Comprenons bien, la connaissance des rouages du pouvoir n'est pas réservée à celui qui le détient. Si les républicains, autant dire les habitants d'une république, les citoyens eux-mêmes, sont censés apprendre quelque chose de Machiavel, c'est sur la réalité même de la politique,
afin de ne plus être naïf quant à sa nature et aux instruments qu'elle utilise. Au lieu de quoi, notre naïveté nous rend vulnérables à bien d'autres drogues qu'à l'opium, qui n'ont pas seulement sa vertu apaisante, mais peuvent devenir de véritables armes. Parmi elles, il en est une qui revient à la mode ces temps-ci, l'histoire. On ne sait pas assez que l'histoire n'est pas un ensemble constitué de faits donnés, qui s'imposeraient à tous objectivement, et auxquels nous serions unanimement conduits à nous référer de la même manière. Comme l'écrit l'historien Jacques Le Goff, les faits historiques sont fabriqués et non donnés. Alors, cela ne veut pas dire qu'on les invente, qu'on les crée de toutes pièces comme des romans, mais simplement qu'un fait de l'histoire, par définition, n'existe plus, et qu'il n'a donc de réalité que dans les représentations que les historiens en produisent. Or, un tel statut du fait historique ne pose guère de problème tant que seuls les historiens en parlent, discutent, débattent autour de lui avec les règles et les exigences qui sont celles du travail d'historien. Mais comme l'histoire n'appartient pas aux seuls historiens, n'importe qui peut s'en servir. Et c'est là que les ennuis commencent. Comme l'avait déjà noté Paul Valéry en 1931 dans Regard sur le monde actuel, je cite, « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. » Valéry parle ici de l'histoire telle que l'aperçoit le citoyen ordinaire lorsqu'il est incapable du sens critique suffisant pour se mettre à distance des représentations qu'on lui en donne. Distance rendue d'autant plus difficile que ce sont les responsables politiques qui créent ces représentations dans le sens qui les arrange. D'où la mise en garde de Jacques Le Goff une nouvelle fois. Les abus de l'histoire ne sont le fait de l'historien que lorsqu'il devient lui-même un partisan, un politicien ou un valet du pouvoir politique. Formule qui se suffit à elle-même quand l'historien cesse d'être historien pour devenir un partisan, un politicien, un valet du pouvoir politique, on peut tomber dans les abus de l'histoire. Expression à entendre au sens d'une consommation excessive et de l'addiction qui peut s'en suivre, la transformant alors en produit dangereux, comme dit Valéry, qui agit comme une drogue sur la chimie de l'intellect. On voit bien, par exemple, l'intérêt qu'il y a à voir en Jeanne d'Arc un personnage emblématique du peuple français et de sa culture chrétienne. On comprend bien tout le bénéfice à faire de Charles Martel, un patriote boutant les Arabes hors du territoire national. Quant à revendiquer les Gaulois comme nos ancêtres, cela tombe sous le sens et ça permet de comprendre tant de choses sur ce que nous sommes et sur ce que sont les autres, tellement différents qu'on ne peut pas les confondre avec nous, c'est-à-dire les concilier avec nous. Bon, sauf que ces représentations, bien sûr, ne nous viennent pas telles quelles du passé, mais sont la projection sur le passé de préoccupations qui sont les nôtres, ou du moins de préoccupations qu'on a eues à des époques bien postérieures. L'idée de peuple français, par exemple, n'effleure pas l'esprit de Jeanne d'Arc. Charles Martel n'a aucune conscience de jouer un rôle dans la constitution de la nation et n'a pas la moindre idée d'un soi-disant grand remplacement dont, par avance et comme par prémonition, il nous aurait préservé il y a près de 1300 ans. Quant aux Gaulois, ils ne sont nos ancêtres que depuis le XIXe siècle, lorsque Napoléon III, en pleine période de tension franco-allemande, dut trouver un peuple distinct des Francs, ancêtres des Allemands, pour nous trouver une origine, ce qui est très injuste d'ailleurs vis-à-vis de tous les autres peuples contemporains des Gaulois, Celtes, Helvètes, Burgondes, Visigoths, Francs, Normands, etc., semblent n'être pour rien dans ce que nous sommes. Mais il est vrai que la figure d'un Vercingétorix résistant à l'envahisseur avait quelque chose de séduisant. Cette force de séduction, d'ailleurs, on la voit décuplée aujourd'hui par la facilité avec laquelle
On peut porter atteinte à la crédibilité de tout discours identifié comme officiel. Une période électorale rend la chose encore plus sensible. Pour imposer un thème de campagne, il suffit de laisser entendre qu'on n'en parle pas dans la presse, que les chaînes d'infos ne cherchent que le buzz, que tout journaliste est à la solde du pouvoir. Et aussitôt, cela aura pour effet de crédibiliser d'autres discours dont les réseaux dits sociaux sont friands et qui carburent essentiellement à la défiance. Sauf que la défiance se prend pour un point de vue critique alors qu'elle n'est souvent que défiance et qu'elle perd toute valeur si on oublie de se l'appliquer à soi-même. Poser par principe que tout discours supposé officiel nous manipule, c'est poser également par principe qu'on a toujours raison. Et c'est ainsi que la défiance est l'autre terreau de la crédulité, offrant une audience aux discours les plus farfelus, voire les plus cyniques, du complotisme au négationnisme, qui s'auto-légitime en se posant comme alternative au discours officiel, il n'y a souvent qu'un pas. Mais il serait injuste vis-à-vis de ce que Marx, dans sa formule, appelle le peuple, de croire qu'il est le seul à subir les effets de la drogue. Si l'on poursuit dans l'idée que l'histoire en est une de drogue et des plus dures, on voit bien que ce sont d'abord les dirigeants eux-mêmes qui peuvent en être les addicts les plus gravement atteints. La guerre qui vient d'éclater à quelques milliers de kilomètres d'ici nous donne une fois de plus l'illustration que, comme disait Lord Acton, à la fin du XIXe siècle, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. On sait que les puissants ont souvent l'ambition d'entrer dans l'histoire, de laisser une trace immense dans la postérité, et que pour y parvenir, ils peuvent devenir aveugles aux aspirations des peuples et à ce qu'on appelle parfois le sens de l'histoire. On sait aussi que les grands dictateurs ont été des consommateurs de drogues réelles. De Hitler à Staline, en passant par Mao et quelques autres, ils ont eu besoin de soutien chimique pour se soigner parfois ou simplement pour croire à leur bouffée délirante et aller au bout de leur projet de grandeur. Merci de mettre beaucoup de guillemets. Sans lui faire l'honneur de le placer à ce niveau-là, la tête bouffie et presque enflée de Vladimir P. ne laisse pas de m'inquiéter ces jours-ci. Alors, pas pour sa vie, que je lui souhaite la plus brève possible, mais pour celle des autres. C'est que la propagande utilisée en l'occurrence est censée propager la foi, selon l'étymologie religieuse du mot, semble avoir du mal à prendre. Loin d'agir comme une drogue sur un peuple russe resté en grande partie sceptique, elle révèle surtout les obsessions d'un chef qui paraît être l'un des seuls à y voir un semblant de vérité. Machiavel nous a appris que pour le prince, je cite, « il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Ce qui justifie donc l'usage de la violence, comme on l'a dit tout à l'heure, voire de la cruauté parfois. Mais il ne doit pas perdre de vue que si la fin justifie les moyens, le but de l'exercice du pouvoir reste avant tout de maintenir la tranquillité et l'obéissance du peuple. Un mauvais usage des instruments de l'autorité, un mauvais dosage dans les ingrédients de la propagande, et il court le risque de s'attirer la haine, comme dit Machiavel. Autre leçon du penseur florentin, même si le mot est trop moderne pour qu'il ait pu l'utiliser, le pouvoir est d'abord une question de psychologie. Et l'une des qualités à attendre du grand homme politique est la lucidité, la clairvoyance sur le moment de l'histoire qu'on est en train de vivre. Les événements tragiques qui se déroulent aujourd'hui même ne semblent pas prendre la direction que leur instigateur avait prévue. Mais ils nous permettent au moins d'espérer, et pourquoi pas de parier, qu'il est possible au peuple de rappeler à leurs dirigeants que de telles qualités ne font pas bon ménage avec la prise de stupéfiants. Lundi dernier, 14 mars, à Novosibirsk, en Russie, un monsieur a été arrêté par la police en pleine rue parce qu'il portait une feuille blanche devant lui. Il demande évidemment de s'identifier. L'homme s'identifie. Il dit, vous n'avez pas le droit, selon la nouvelle loi, vous n'avez pas le droit simplement de vous tenir debout. Mais je ne fais que tenir une feuille blanche, comme vous voyez. En guise de protestation, on l'amène. Cet homme-là est arrêté.
il encourt quelques mois, voire quelques années de prison. Merci.